Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce Webinar Monster qui est une table ronde 100% digitale. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par plusieurs experts. Nous allons faire un bilan RH, donc d'où en sont les candidats et les recruteurs un an après le premier confinement. C'est vrai que le contexte n'a pas énormément évolué finalement, puisqu'il y a à peu près un an, on entamait le premier confinement et aujourd'hui, on a appris il y a quelques jours que certains départements étaient confinés de nouveau. Euh, Nous, ce qu'on a fait chez Monster, on a interrogé des recruteurs, des candidats. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, lors de notre étude mondiale The Future of Work. Là, le but de ce webinaire, ça va être d'intervenir sur certaines des données de cette étude, aux côtés d'experts qui vont pouvoir décrypter ces données, ces résultats, nous faire part de leur point de vue et de leur expérience en entreprise, euh, pour justement créer un échange vivant, je l'espère enrichissant, euh, et qu'on fasse un bilan finalement RH de ce qui s'est passé sur un an, de quelles sont les attentes des recruteurs, leurs challenges pour 2021 et comment ils ont vécu la crise également de leur côté à eux. Alors justement, si on passe aux experts, on va faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Alors, nous avons Mickaël Carpentier. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, Michael Carpentier, donc je travaille pour Expectra depuis une dizaine d'années. C'est une filiale du groupe Randstad spécialisée dans le recrutement en intérim, CDD, CDI pour des profils qui vont de techniciens, agents de maîtrise et cadres, profil Bac+2, Bac+5. Et je m'occupe plus spécifiquement de la Normandie où nous avons deux bureaux à Rouen et Caen. Et donc je m'occupe notamment de la filière d'expertise comptabilité finance. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gilles Gâteau, merci d'être parmi nous. Ah, vous avez coupé votre micro. Bon, oui, Gilles Gâteau, je suis le directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, que je pense la plupart d'entre vous connaissez bien. Merci. Alors, à mon tour, je suis Romain Giunta, responsable marketing B2B pour Monster France. Donc, je m'occupe notamment des initiatives B2B, des études et notamment des webinars que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Monster pour les entreprises. Alors, Charlotte Gouillard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc Charlotte Gouillard, moi je suis responsable de l'équipe recrutement, donc recrutement plutôt des profils jeunes diplômés chez nous, puisque en effet chez Mazars on recrute en grande majorité des juniors, donc stage alternant jeunes diplômés, avec à peu près sur toute la France 700 recrutements par an à peu près. J'ai la chance aussi de m'occuper de la partie campus et donc d'être au contact des jeunes régulièrement sur leurs différents campus, alors virtuels en ce moment, mais du coup habituellement plutôt terrain. Et puis j'ai une casquette un peu plus tech puisque je m'occupe de la partie gestion de carrière des équipes tech. Très bien. Et enfin, Soumia Malimbaum, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis donc Soumia Malimbaum. Je suis vice-présidente chez Kerus, qui est une entreprise de services numériques de plus de 3000 collaborateurs présents sur 4 continents. Et donc, voilà. Et je suis par ailleurs, je siège au nom de Kerus au conseil d'administration du Syntec Numérique, qui est le syndicat professionnel du secteur du numérique qui regroupe 80% du secteur du numérique et qui emploie un peu plus de 530 000 collaborateurs et collaboratrices. Et je préside la commission emploi-formation du Syntec Numérique. Très bien, très bien. Merci à tous pour ce petit tour de table. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que nous avons aussi Lucie Bédrossian qui travaille avec moi chez Monster, qui va s'occuper de la modération aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions dans le chat public. Elle pourra soit directement y répondre, soit au contraire garder les questions pour la session de questions-réponses qui arrivera à la fin du webinaire. On va essayer de garder 15 à 20 minutes de questions pour que tout le monde puisse vous répondre et que vous ayez le point de vue des experts. N'hésitez pas également à tweeter ou à envoyer un petit message LinkedIn si vous êtes content du webinaire et ensuite à le noter également une fois que ce sera terminé. Et pour ceux qui doivent partir entre-temps, ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger la présentation directement depuis votre salle webinar.
Vous la recevrez également par mail, ainsi que le lien du replay si vous n'avez pas pu regarder le webinaire jusqu'au bout. Alors, on va démarrer. Je vais vous présenter Monster vraiment très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas notre société, simplement en 1 minute. Alors, Monster, nous sommes un site de recrutement en ligne. Nous mettons en relation les candidats et les opportunités de carrière. Nous sommes présents en France et dans plus de 30 pays dans le monde. Alors, donc, en général, nous maîtrisons 4 expertises du management. On fournit des solutions de sourcing en ligne, des solutions de marque employeur, du conseil en recrutement et des solutions RH. Voilà. Le but, c'est pas de m'attarder trop sur le sujet, mais c'est pour recentrer pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et notamment vous abonner à notre chaîne webinar si vous voulez recevoir les prochains webinars directement dans votre boîte mail. Alors, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur ce webinar et comment ce sujet est né, en fait, chez Monster, on a lancé une étude qu'on a appelée The Future of Work, qui est une étude mondiale qu'on a lancée en France et dans plusieurs pays dans lesquels nous sommes présents. Nous avons interrogé plus de 8000 candidats et recruteurs dans le monde afin de les interroger sur un tas de thématiques différentes. Ça va de leur perspective de recrutement et de l'emploi en général, de leurs enjeux pour 2021, de l'impact de la pandémie sur l'activité RH et aussi sur les candidats, de l'écart de compétences et de ce phénomène qu'on a avec des recruteurs qui ont du mal à trouver les compétences qui leur correspondent. On aura aussi posé des questions sur la diversité et l'inclusion, sur les outils de solutions RH qui sont plébiscités par les recruteurs. Ça nous a permis d'avoir énormément de données. Alors, on ne va pas les traiter dans leur intégralité dans ce webinaire. On a décidé de se concentrer vraiment sur les enjeux des professionnels des ressources humaines et du recrutement pour justement faire un petit bilan, voir ce qui a été mis en place pendant la crise, est-ce que ça correspond aux attentes candidats, comment les RH ont vécu cette année sous pandémie. Mais par contre, si vous êtes intéressé par recevoir tous les résultats, sachez qu'on a un rapport complet, donc le lien est disponible dans la présentation que vous allez recevoir ou que vous pouvez télécharger maintenant. N'hésitez pas à le télécharger. Ce sont des résultats globaux, donc la moyenne des résultats de tous les pays, mais il y a aussi des stats France à l'intérieur quand c'est pertinent, des comparatifs entre chaque pays qui permettent de mettre un petit peu de perspective dans les résultats et aussi parfois de relativiser aussi sur la situation qu'on a en France par rapport à d'autres pays. Donc voilà, je vous invite à le télécharger. Là par contre pour ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur les stats France. Donc pas de résultats mondiaux, des résultats France réellement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première slide sur des perspectives de recrutement qui sont finalement plutôt positives chez les recruteurs, puisque 82% des recruteurs français, donc je le précise bien, prévoient de recruter en 2021. C'est 54% qui comptent remplacer sur des postes existants quand il y a des départs, 28% qui prévoient de créer de nouveaux postes carrément. Alors, plus dans certains secteurs d'activité comme l'IT notamment que d'autres. Et globalement, c'est 90% des recruteurs français qui se disent confiants dans le fait de trouver les bons candidats en 2021. Donc, on a un bilan qui est assez positif. Gilles Gâteau, par exemple, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir un constat si positif dans un contexte de crise. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Le constat qu'on fait à l'APEC pour les recrutements cadres est un peu moins optimiste que celui qui est présenté ici, mais dans une logique plus de court terme. Nous n'avons pas encore interrogé les entreprises sur leurs intentions de recrutement en 2021. Nous les avons interrogées sur leurs intentions de recrutement au premier trimestre 2021. Nous les avons interrogés en décembre et les chiffres qui ressortaient sont nettement inférieurs. 11% des entreprises avaient l'intention de recruter au moins un cadre au premier trimestre 2021. C'est un petit peu mieux que dans le dernier trimestre de 2020 puisqu'elles étaient 10%. Mais on est très très loin de ce 82%. Alors on aura en avril une vision plus complète avec notre panel annuel sur les intentions de recrutement pour l'année. On a décalé un peu le moment de réaliser cette enquête compte tenu du niveau d'incertitude, mais on aura en avril une vision, ou début mai, une vision sur l'ensemble de l'année. Moi je pense que il y a des logiques de remplacement de postes cadres qui se font
dans beaucoup d'entreprises. Ça alimente quand même un marché qui demeure sur toute une série de postes. Il y a des secteurs qui marchent plutôt bien dans la construction, dans l'industrie, dans l'ingénierie, même dans l'informatique, mais on n'a pas du tout retrouvé les niveaux d'embauche d'avant-crise. Je pense qu'en 2021, on aura peut-être une année meilleure que 2020, mais qui sera en retrait avec les bonnes années qui avaient précédé. En 2020, je rappelle, on est à moins 30% sur les recrutements cadres, entre moins 30 et moins 40%. Et ce qui est préoccupant, j'imagine qu'on va l'aborder dans la suite de la table ronde, c'est qu'évidemment, les jeunes diplômés, ceux qui rentrent sur le marché du travail, sont un peu plus pénalisés que les autres. Les offres accessibles aux débutants, donc sans expérience, ont plutôt baissé dans une proportion plus importante encore que ce 30% que j'indiquais. On est plutôt au-delà de 40%. D'accord, donc des recruteurs plutôt pessimistes pour le premier trimestre, mais qui potentiellement pourraient avoir un peu plus d'espoir sur la fin d'année et à recruter en 2021, mais avec des jeunes diplômés en difficulté par rapport au profil expérimenté. En tout cas, ce qu'on observe sur le début de l'année, sur les premières semaines de 2021, nous on l'a résumé en disant ni plongeon ni rebond. On est un peu comme au dernier trimestre de l'année dernière, avec un niveau qui n'est pas du tout celui du premier choc, hein. Vous avez commencé l'introduction de la table ronde en faisant le parallèle avec le confinement d'il y a un an. On n'est pas du tout dans la situation du confinement d'il y a un an sur le marché du travail, et heureusement. Donc on n'a pas ce plongeon. Mais on n'a pas non plus le rebond qu'on peut attendre, et visiblement il est trop tôt encore pour connaître ce rebond. On est sur, là aussi en matière de recrutement, sur une espèce de plateau, on va dire ça comme ça. Pour le coup, un plateau relativement bas par rapport à ce qu'a été le marché cadre dans les années passées. D'accord. Alors, Soumia Malenbaum, c'est vrai que nous, chez Monster, on s'est penché un petit peu plus sur la cible du numérique, les candidats du numérique en fin d'année 2020. On a constaté plus 11% de candidatures en septembre sur des postes numériques. Est-ce que vous avez le même constat sur cette filière-là? Est-ce que le secteur est plus épargné par la crise finalement? Et est-ce que les perspectives sont meilleures pour 2021 pour les recruteurs qui travaillent dans ce secteur? Oui, c'est une réalité. C'est un secteur qui a été un peu plus résilient. Il a été finalement moins impacté. Il a moins impacté, je dirais, le secteur du numérique que les autres secteurs. Néanmoins, nous avons trois typologies dans le secteur du numérique. Nous avons les éditeurs de logiciels qui, eux, s'en sont très bien tirés puisqu'ils ont fait une croissance d'un peu moins d'1%, enfin de 0,3% en 2020 et en 2021, ils sont plutôt sur 1% sur 3% pardon, de croissance. Donc, ce sont les éditeurs et on sait pour quelles raisons, hein, avec le télétravail qui s'est imposé massivement et les outils. Il y a les ESN, dont Kerus fait partie. Là, nous, on a eu une baisse importante, hein, les ESN d'environ moins 4%. Et en 2020 et en 2021, on est sur ce plateau dont parlait M. Gâteau, mais bon, plutôt, non pas baissier, mais plutôt un peu haussier, donc une croissance de 1%. Donc, si l'activité croît un peu, les recrutements également, hein, nous sommes un secteur qui recrutons, c'est notre matière première, hein, les collaborateurs et les collaboratrices. Par contre, dans ce secteur, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les conseils en technologie, donc les ICT, ce qu'on appelle les ICT, qui ont été très, très exposés au secteur de l'industrie automobile, de l'aéronautique, et eux, ils ont fait un peu moins de 12% d'activité, et là aussi, une décroissance et probablement aussi pas du tout de recrutement, voire une activité, enfin on parlera ensuite, j'imagine, des sujets de plans sociaux, mais en tous les cas, cette activité-là, elle s'est retrouvée un peu en difficulté.
Mais au niveau du recrutement, nous avons continué à recruter. Deux entreprises sur 3 ont maintenu leur recrutement, leurs effectifs en tous les cas, et ont continué à recruter en 2020. Et avec des perspectives d'embauche, nous le voyons sur 2021, qui sont assez marquées. Donc voilà la situation. Il y a cet optimisme qui semble fragile mais réel. Et voilà, donc je prends le cas de Kerus, nous avons 400 recrutements en cours cette année, dans les métiers évidemment qui sont très très demandés du secteur du numérique. C'est vrai que la crise finalement a emmené des perspectives nouvelles pour certaines entreprises avec la mise en place du télétravail, la digitalisation, parfois la sécurité des données. J'imagine que ça a créé aussi un besoin chez les entreprises qui étaient peut-être à la traîne au niveau de la digitalisation et qui là ont plus eu le choix. Ce qui fait que les profils IT et numériques en général ont été un petit peu plus épargnés et ont vu un peu plus d'opportunités dans cette crise que d'autres profils. Alors Charlotte Gouillard, chez Mazars, est-ce que les perspectives sont plutôt bonnes? Comment ça se passe chez vous? Alors je vais être assez positive, puisque chez Mazars, en effet, en termes de perspective de recrutement, nous, on est plutôt sur un trend qui est assez habituel de ce qu'on peut voir chaque année. Il faut savoir que le premier confinement a en fait eu un effet sur le recrutement et plutôt sur le recrutement dans les métiers du conseil, puisque nos clients se sont retrouvés confrontés à en effet des missions qui devaient se passer à distance, il fallait digitaliser les process, etc. Donc, de ce fait-là, on a eu un temps d'adaptation. Donc, le conseil s'est un peu ralenti en termes de recrutement après le premier confinement. Finalement, dès la rentrée de septembre 2020, chacun s'est adapté en fait, et les entreprises et nos clients se sont aussi beaucoup adaptés et ont fait preuve de beaucoup d'agilité. Et de ce fait-là, très vite, le recrutement a repris. Donc nous, on est sur un volume de recrutement qui est quand même assez équivalent aux années précédentes, puisqu'on a là sur 2021 un objectif de recrutement d'à peu près 800 personnes. Et du coup, sur ces 800 personnes, en France, on a 600 personnes qui sont vraiment des juniors. Donc là, on va en effet aller chercher des stagiaires, des alternants, des jeunes diplômés. Donc, on va essayer, Gilles, de redynamiser du coup le marché des jeunes diplômés. Je sais qu'ils sont très inquiets par rapport au marché de l'emploi, à l'insertion, etc. Et du coup, notre rôle à nous, recruteurs en volume, c'est de les accompagner, de leur faire connaître nos opportunités, bien évidemment, leur dire que nous, on continue à recruter, mais aussi de les accompagner dans l'insertion. Et c'est ce qu'on fait au quotidien aussi avec nos écoles partenaires pour du coup aider ces jeunes à bien s'insérer sur le marché de l'emploi. Bon, c'est positif. Terminons sur cette note positive. Alors, je vais passer à la slide suivante, pardon. Donc cette fois-ci, avec les nouvelles pratiques RH qui ont été mises en place pendant la crise. Alors nous, ce qu'on constate avec les données de notre étude, c'est que 53% des employeurs français ont offert plus de flexibilité de télétravail à leurs équipes, et ça vraiment en réponse à la crise. Moi, je le vois chez Monster, je suis en 100% télétravail depuis le début de la crise. Alors nous, c'est un petit peu même particulier chez Monster. On a carrément fermé les bureaux de Marseille. Il y avait très peu de collaborateurs dans ces bureaux. Donc moi, c'est une situation qui est permanente. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que tous les salariés s'y sont plutôt bien plu et sont contents d'être en télétravail chez nous. Donc ça, c'est une belle opportunité qui a été mise en place suite à la crise. On a 44% des recruteurs français qui ont mis à jour leur protocole d'hygiène sécurité, 43% qui ont proposé plus de flexibilité cette fois-ci dans les horaires de travail. C'est vrai qu'avec la crise, premier confinement surtout, on avait les enfants à la maison, c'était assez difficile. Avec le couvre-feu, il faut parfois les récupérer plutôt à l'école. Finalement, il y a un besoin aussi de flexibilité au niveau des horaires et des horaires de bureau qui ne collent plus forcément avec le contexte. Et finalement, c'est un employeur sur deux, donc 50%, qui estime que ces changements seront permanents après la crise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais passer quand même à la slide d'après aussi pour mettre en relation
ces pratiques RH qui ont été mises en place pendant la crise versus les attentes candidats, puisqu'on leur a demandé également dans notre étude. Alors sur la partie droite, il y a les pratiques qui ont été mises en place par les recruteurs et par les employeurs. Je rajoute du coup le renforcement de la sécurité en top 4 et l'amélioration de la collaboration dans le top 5, 30% des recruteurs. Si on regarde le côté candidat, il y a quelques divergences quand même. La flexibilité des horaires de travail arrive vraiment en numéro 1. Donc, on a vraiment des candidats qui veulent choisir leurs horaires et pouvoir s'adapter au contexte, travailler plus tôt ou plus tard si c'est possible, réduire la pause repas pour assumer ses responsabilités tout en étant flexible au quotidien. On retrouve le télétravail en top 3 cette fois-ci, donc on passe quand même de 53% pour les employeurs à seulement, en top 4 à seulement 27% pour les candidats, qui ne s'attendent pas forcément tous à faire du télétravail ou en continu. Et ce qui émerge par contre, c'est le top 2 avec la sécurisation des salaires pour 36% des candidats, alors que ce n'est pas dans le top 5 des recruteurs. Donc les candidats ont quand même besoin d'être rassurés, ont peur pour leur emploi, la pérennité en tout cas de leur emploi pendant la crise, et a priori ne sont pas forcément prêts à faire des concessions en matière de salaire et d'avantages dans cette période difficile. En 3, on rejoint quand même le point d'amélioration de la collaboration, puisque les candidats s'attendent à être formés aux nouvelles méthodes de travail. Donc ça rejoint pour moi ce qu'ont mis en place les recruteurs en top 5 avec les outils de collaboration, les nouveaux process plus flexibles, plus agiles. Et en top 5, là pour le coup, c'est quelque chose de très franco-français, puisque ça n'a pas été déclaré dans le top 5 des candidats des autres pays qu'on a interrogés. C'est les opportunités de développement de carrière. Donc, a priori, les candidats français n'ont pas envie de stagner dans leur carrière pendant la crise. Ils ont envie de continuer à ce qu'on leur propose des formations, des opportunités de développement. Et c'est quelque chose qui est important pour eux. Ça n'a pas été cité nécessairement dans le top 5 des recruteurs, même si on sait quand même que la formation a été beaucoup sollicitée pendant la crise. Mais en tout cas, c'est important de noter cette divergence. Alors, Michael Carpentier, si je vous interroge là-dessus, justement, vous êtes au contact des candidats au quotidien et des entreprises qui les recrutent. Est-ce que vous voyez des attentes particulières dans votre secteur? Comment ça se passe? Je rejoins dans notre activité, du coup, on accompagne les entreprises de tout secteur, notamment dans les recrutements intérimaires, où on emploie, où on est l'employeur des intérimaires. Et donc, depuis mars-avril l'année dernière, on a eu énormément d'intérimaires, notamment sur les fonctions tertiaires dont je m'occupe, qui sont passés en télétravail, et c'était sur des comptables, sur plein de profils. Et c'était un petit peu nouveau. Ça s'est plutôt bien passé au niveau des intérimaires qui ont utilisé le télétravail. Et un an après, quand on propose de nouvelles missions aux candidats, effectivement, ça fait complètement partie de leurs attentes. Ça devient un atout, je dirais, pour une entreprise qui recrute, un atout supplémentaire au même titre que d'autres avantages sociaux. Et ça s'est plutôt bien démocratisé. Et justement, une question que je me pose, c'est dans l'intérim, ou en tout cas dans le recrutement, en tant qu'intermédiaire du recrutement, comment est-ce que vous vous adaptez au contexte et justement aux nouvelles attentes des candidats qui peuvent émerger par rapport aux entreprises qui, elles, doivent proposer du télétravail, etc. Mais pour un intermédiaire, comment ça se passe exactement? C'est important, lorsqu'on nous confie une mission, c'est important effectivement de garder l'étape, j'allais dire, de qualification un petit peu du recrutement avec le client final, hein, pour bien comprendre ce qui est mis en place. Finalement, la connaissance de nos clients, de ce qu'ils mettent en place, des outils qu'ils proposent, des solutions, elle est primordiale, puisque c'est ce qui nous permet ensuite d'aller présenter de manière détaillée, précise, aux futurs intérimaires, ce qui a été mis en place également en termes d'hygiène et de sécurité. Ça a été important, notamment l'année dernière au printemps, d'être capable, alors qu'il y avait, on faisait que de l'entretien à distance, notamment, hein, que de l'entretien vidéo. Ça a été très important d'être capable de rassurer les candidats lorsqu'on les positionnait sur des missions, de les rassurer sur ce qui était mis en place en termes d'hygiène et de sécurité dans les entreprises qui faisaient pas forcément encore beaucoup de télétravail. D'accord.
Et Charlotte Gouillard, alors justement, chez Mazars, la mise en place du télétravail, donc là, vous êtes exceptionnellement au bureau pour ce webinaire, mais vous m'aviez dit que vous étiez tous aussi en télétravail avec la possibilité de venir un jour dans les bureaux. Alors, comment ça a été perçu est-ce qu'il y a un besoin de revenir en présentiel Est-ce que ça a été facile à mettre en place, le télétravail chez vous? Alors, il faut savoir que le télétravail existait déjà, hein, bien avant le confinement. On était sur un format qui était, somme toute, assez classique, puisqu'on était sur un format pour les grades de senior, puisque nous, on fonctionne en grade, de 2 jours par semaine maximum, qui, du coup, devait être écrit dans un avenant au contrat avec des jours très précis, etc. Donc ça, c'était ce qui existait avant. Il faut savoir aussi qu'on est sur des métiers qui, nous, sont quand même des métiers de base assez nomades. Donc, de ce fait-là, le télétravail était quelque chose qui était assez facile à mettre en place au niveau outils, au niveau infrastructure, etc. C'était assez facile à mettre en place. Donc, c'est vrai que le confinement a été pour nous finalement peu douloureux dans la mise en place, puisque c'était quelque chose qui était déjà implémenté. Après, j'avoue que plusieurs collaborateurs en ont vu les limites de ce télétravail, et notamment du télétravail à 100% ou juste 4 jours de télétravail par semaine. Ils en ont vu les limites parce que c'est des métiers où on est beaucoup amené à être formé. Quand on arrive chez Mazars, en général, on est jeune, donc du coup, on a besoin d'être accompagné, d'être formé, d'avoir de la transmission de connaissances. Le télétravail ne facilite pas cette transmission de connaissances, c'est très clair. C'est aussi des métiers dans lesquels on est beaucoup dans la collaboration, et donc pareil, les collaborateurs passent leur journée sur Teams. Du coup, pour eux aussi, c'est pas hyper évident. Et puis, on a vu quelque chose d'assez prégnant, qui était que nous, nos collaborateurs avaient quand même cette grande difficulté à se déconnecter. Et donc, ils commençaient plus tôt le matin, ils finissaient plus tard le soir, ils prenaient peu de temps pour la pause déjeuner. Et du coup, cette déconnexion était quand même compliquée à avoir. Donc, ça a repositionné en tout cas tout un tas de questionnements qu'on avait sur le télétravail. Ce qui se dessine, en tout cas, quand on sera sorti de cette période de crise sanitaire, c'est non plus d'avoir des jours précis de télétravail, mais de demander aux collaborateurs sur un mois d'avoir un nombre minimum de jours à la tour pour justement travailler en mode collaboratif, faire des brainstorming, des ateliers et puis se former. Donc le temps à la tour, en fait, dans notre tour de la défense est complètement re-questionné. Et en fait, le rapport un petit peu au lieu de travail est complètement remis en question, remis dans la balance. Et ça, c'était très intéressant. Et puis, ça a rechallengé aussi l'accompagnement des collaborateurs. Hein. C'est des sujets qui sont arrivés sur la table beaucoup plus que ça ne l'est quand on est en présentiel, de prendre des nouvelles régulièrement, prendre la température, savoir s'ils se sentent bien en termes d'état d'esprit, en termes de sentiment d'appartenance à l'entreprise, etc. Donc, ça a demandé aussi tout un tas d'agilité sur cette partie-là et de mettre en place de nouvelles choses très vite, du coup, avec ce contexte particulier. Oui, il y a un challenge managérial qui s'est créé, et les managers doivent agir en tant que coach. Très clair. Les RH aussi, les RH en tant que coach des managers, ouais, et les managers en tant que coach des candidats. Alors, dernière question quand même pour vous, au niveau de vos offres d'emploi et même au niveau des entretiens, comment vous gérez le télétravail? Est-ce que vous l'écrivez sur vos offres d'emploi? Est-ce qu'en entretien, on vous pose des questions sur les horaires, le télétravail, l'intégration à distance, etc.? Oui, les candidats posent systématiquement la question du télétravail, du format. J'ai l'impression qu'en tout cas dans ce qu'ils nous disent, c'est plutôt ils apprécient le côté hybride de pouvoir télétravailler à un certain moment et puis de participer à des choses un peu plus collectives à d'autres moments. Donc ça, c'est important pour eux. Ils ont beaucoup de questions sur la formation, comment ils vont arriver, comment ils vont être intégrés. Donc toute la phase d'onboarding pose beaucoup de questions sur les outils, la formation, l'accompagnement, etc. Après, nous, ça se fait dans le processus de recrutement. En fait, aujourd'hui, tout est digitalisé. Hein, on ne rencontre pas les candidats en physique. Donc, on les rencontre via Teams. Et en fait, on les rassure assez rapidement sur la manière dont on va les accompagner, dont on va les accueillir, dans l'environnement de travail dans lequel ils vont être plongés. Et puis, on leur explique aussi beaucoup ce qui a été mis en place, équipe par équipe, pour justement solidifier ce sentiment d'appartenance à une BU, à partager des connaissances, etc. D'accord. Alors, Gilles Gâteau, au niveau des profils cadres, est-ce que vous voyez des différences en termes d'attente ou en termes d'adaptabilité, peut-être?
Je pense que les constats qui sont faits dans votre étude, on les retrouve aussi dans nos propres études. Je voudrais venir un instant sur la cinquième, là, que vous avez à juste titre souligné comme originale, sur les opportunités de développement de carrière. En fait, une grande question dans la crise que l'on traverse, c'est de savoir si la mobilité des cadres va s'en trouver ralentie autant qu'elle ne l'a été dans les crises du passé, hein, où très souvent, quand le marché du travail se durcit, eh bien, on reste un peu au chaud là où on est, on attend des jours meilleurs pour envisager de bouger, on voit plutôt le risque qu'il peut y avoir à une mobilité que l'opportunité. Ou bien est-ce que cette crise a rebattu un peu les cartes et c'est un peu, nous, le sentiment qu'on a, hein, qu'on ne va pas se retrouver exactement devant le même effondrement de mobilité que ce qu'on a connu dans des crises du passé. On a toujours autant de cadres qui viennent nous voir, de cadres en emploi, hein, en activité, qui viennent nous voir dans le cadre du CEP pour réfléchir à leur projet professionnel. On a pratiquement 6 cadres sur 10 qui disent que l'année passée, ces périodes confinées, cette crise sanitaire a été l'occasion de réfléchir sur le sens qu'ils veulent donner à leur carrière et à leur vie professionnelle. Et on rencontre beaucoup, là, hier j'étais à Annecy par exemple, l'équipe APEC d'Annecy reçoit beaucoup de candidats à une mobilité professionnelle et géographique venant de régions parisiennes, par exemple, ou d'autres grandes métropoles. Donc, je pense que cette volonté dans la crise de développer sa carrière avec des critères qui sont aussi des critères de qualité de vie, ce que la généralisation du télétravail rend sans doute aussi davantage possible, a raccourci en quelque sorte les distances et effacé un peu certaines frontières. C'est une tendance un peu lourde. Voilà. Alors, je ne dis pas que la mobilité sera au même niveau que ce qu'elle avait été ces dernières années, parce qu'il y a moins d'opportunités d'emploi, je l'ai dit. Néanmoins, l'intention et l'envie, elle est là chez beaucoup de cadres en termes d'évolution et de développement de carrière. Et puis sur les autres points, sur la flexibilité des horaires de travail et la possibilité de télétravailler, là aussi, on le voit bien, ça devient un des éléments d'attractivité de l'entreprise, hein. Quelles conditions de télétravail je propose. Voilà, c'est le ni trop ni trop peu. Et aujourd'hui, on a un ajustement finalement entre, c'est intéressant de rapprocher les attentes des candidats et les attentes des entreprises. Je pense que les entreprises n'ont pas toujours pris toute la mesure de ce changement. Et il n'y a qu'à regarder les offres d'emploi, ils ne font pas toujours référence aux conditions, par exemple, de télétravail. Bon, alors que le salaire, aujourd'hui, c'est devenu, tout le monde a bien intégré qu'on a de meilleures chances d'intéresser des candidats en affichant ces dimensions salariales. Peut-être demain, ça va être aussi la règle pour ce qui concerne des conditions de travail ou d'organisation du travail entre présentiel et distanciel. Tout à fait. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la distance géographique qui était un frein moindre suite à la crise. Donc je vais passer, ça va être une bonne transition pour la slide d'après. On a vu dans notre étude justement que les recruteurs étaient prêts. Ah ben non, ce sera la slide suivante. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà, commentons celle-ci d'abord. Les recruteurs sont prêts à faire des concessions. On leur a demandé justement parmi certains critères, qu'est-ce qui était un frein moindre par rapport à avant, justement, vraiment suite au contexte dans lequel on est actuellement. C'est 37% des recruteurs français qui accordent moins d'importance aux changements fréquents d'entreprise. Donc, ils acceptent plus souvent que les candidats puissent ne pas garder leur emploi ou en tout cas en changer plus fréquemment. 42% accordent moins d'importance, donc c'est là que ça se rejoint avec votre discours, Gilles Gâteau, sur le secteur géographique des candidats si celui-ci est éloigné de l'entreprise, donc notamment avec l'essor du télétravail. On a 39% des recruteurs français qui accordent moins d'importance aux trous non expliqués dans un CV.
et 28% qui accordent moins d'importance au fait qu'un jeune diplômé manque d'expérience, donc n'ait pas pu faire de stage ou n'ait pas trouvé une alternance, par exemple, pour avoir une expérience significative pour son premier emploi. Alors, Michael Carpentier, par exemple, chez Expectra, qu'est-ce que vous constatez par rapport à ces concessions? Est-ce que vous en parlez avec les entreprises? Vous les voyez plus facilitatrices au niveau de la recherche d'emploi et de l'embauche? Oui, je suis assez en phase avec ces chiffres-là, notamment sur l'activité intérim que l'on a. Si comme le disait Monsieur Gâteau, sur le recrutement en CDI notamment, on sent un plateau et on a un petit peu moins d'activité. En revanche, ça va très fort sur nos activités intérimaires. Donc c'est souvent un petit peu l'inversion. Et notamment sur les processus de recrutement en intérim, c'est vrai que ils sont simplifiés, les processus de décision vont un petit peu plus vite, il y a un petit peu moins d'entretien. L'entretien vidéo favorise parfois d'avoir à la fois un entretien RH, un entretien opérationnel en même temps. Et donc, ça favorise notre prise d'activité sur l'intérim, mais globalement, donc sur tous les critères que vous listez, effectivement, on les sent un petit peu moins prépondérants, ou des recruteurs un peu plus disposés à faire des concessions, ce qui permet d'accélérer les décisions et les prises de poste des candidats. D'accord. Et Soumya Malimbohm, dans le numérique, est-ce que finalement un secteur qui continue de recruter, qui est un petit peu plus épargné, est-ce que dans ce contexte, on fait justement des concessions, ou on reste aussi exigeant avec les candidats? Vous voulez dire les recruteurs ou les... Oui, les recruteurs. Est-ce que les recruteurs sont prêts à faire des concessions alors que finalement le secteur est plus épargné et les concessions sont peut-être moins obligatoires, disons, pour trouver les bons candidats? Oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, aujourd'hui, cette agilité, cette mobilité, elle est aussi venue de la part des recruteurs qui aujourd'hui aussi favorisent beaucoup la formation, évidemment, le maintien dans l'emploi, c'est ce que nous souhaitons. Et nous, les enjeux de formation sont essentiels dans notre secteur où les technologies vont à une telle vitesse. Et d'ailleurs, nous avons sorti une étude au PIEC sur les impacts de la Covid pour l'emploi et la formation sur les métiers du numérique. Elle est sortie tout à fait récemment. Et elle montre effectivement que les profils qui ont été les plus fragilisés, en fait, sont à la fois les jeunes diplômés, les jeunes plus largement, mais les jeunes diplômés, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour rebondir sur ce que disait le directeur général de l'APEC, et les seniors. Et donc, ce sont des publics extrêmement touchés. Et en fait, nous, dans nos politiques de recrutement, on a beaucoup recruté de l'alternance. Ça a été un appel d'air, puisque le secteur l'alternance a augmenté de 15% dans notre secteur par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, il y a une véritable adaptation, je dirais, de nos politiques de recrutement, en sachant que nous sommes un secteur où on recrute essentiellement des cadres à 88%, et puis aussi des CDI à 93%. Donc, tout ça a été un peu revu, même si aujourd'hui, nous offrons toujours des CDI. Voilà. Est-ce que le plan Un jeune, une solution qui a été mis en place par le gouvernement a aidé, vous pensez, justement à favoriser l'embauche d'apprentis dans le secteur du numérique et en général? Complètement. L'aide à l'alternance a été assez impressionnante, puisque le Syntec numérique, nous, on félicite le gouvernement de ces aides, parce qu'elles ont permis, d'une part, de maintenir le niveau de recrutement des jeunes alternants, puisque c'est ce que je vous ai dit, on a recruté à peu près 23 000, un peu plus de 23 000 alternants en contrat d'alternance en 2020, c'est-à-dire plus de 15% par rapport à 2019. Ça a aussi permis aux entreprises du secteur du numérique de structurer une vraie politique de recrutement en alternance, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc là, ça a été vraiment quelque chose de marqué. Et puis, certains recruteurs ont recruté pour la première fois des alternants. Donc ça aussi, on peut s'en féliciter.
Et donc, effectivement, les chiffres de l'OPCO que je viens de vous citer voilà, on a accompagné aussi beaucoup de jeunes en contrat de pro, en contrat d'apprentissage, beaucoup plus en contrat d'apprentissage, à peu près 18 000, puisque ce sont des formations diplômantes, et c'est vrai qu'il faut toujours accompagner les jeunes dans une formation diplômante. Enfin, c'est le souhait aussi de notre secteur. Et l'aide, par contre, à l'embauche des jeunes diplômés de moins de 26 ans, donc là, elle va s'arrêter au 31 mai, alors que l'aide à l'alternance a été prorogée jusqu'à fin 2021, ce qui est très bien. Par contre, le fait d'arrêter là au 31 mai le dispositif et avec des conditions en plus restrictives, pour nous est un signal faible du gouvernement, parce que justement, c'est un dispositif qui permettait aux jeunes, bon, au niveau même de la rémunération, le critère c'était 2,5 le SMIC. Là, les jeunes diplômés qui sont aussi largement victimes de la Covid. On parle quand même de 700 000 étudiants qui sont sortis cette année sans job. Donc, bien évidemment, les infrabacs sont aussi très impactés, mais n'oublions pas que les jeunes diplômés, voilà, le sont aussi. Donc, il y a un sujet par rapport à cette nouvelle disposition, un peu de rupture d'équité, j'ai envie de dire, et puis de risque finalement, même si ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais de risque de fuite des cerveaux, puisque ces jeunes diplômés, ne voyant pas aujourd'hui de propositions d'embauche qu'on pouvait leur faire grâce à ce dispositif, s'il est arrêté, voilà, ça va créer quand même un peu une dégradation de ces offres. Et donc, voilà, nous, en tous les cas, le Syntec numérique demande le maintien de ce dispositif, au moins pour les 6 mois supplémentaires pour terminer l'année, puisqu'on est quand même, comme je le disais, dans une tendance plutôt haussière, même si cela reste fragile et dépendra beaucoup du contexte sanitaire et du contexte politique de la vaccination, mais on sent quand même un bon volontarisme des entreprises du secteur numérique pour recruter. Et en remerciant bien sûr le gouvernement de toutes ces aides. D'ailleurs, sur le sujet de la formation, je ne sais pas si nous en parlerons, mais là aussi, le FNE a été aussi très important et a aidé nos entreprises à former, à reconvertir et à maintenir d'une part l'employabilité, mais aussi cette mobilité dont on parlait, de mobilité interentreprise, mais aussi de mobilité interne. Alors Gilles Gâteau, est-ce que justement vous rejoignez les propos? Je sais que la thématique des jeunes diplômés vous tient à cœur. Est-ce que vous rejoignez les propos de Soumya Malimbohm sur le sujet? Est-ce que vous constatez quelque chose d'autre au niveau des jeunes diplômés cadres? Oui, alors complètement, et Soumya a raison de mettre en avant la nécessaire implication des entreprises dans l'accueil de ces jeunes diplômés. On ne peut pas faire l'impasse une année donnée sur une génération ou sur une promotion sortante des écoles et des universités. Donc, il faut qu'ils trouvent leur place. C'est plus difficile en ce moment. Nous, on a lancé au mois de septembre dernier un plan pour accompagner 50 000 jeunes diplômés d'ici l'été 2021. On est en bonne voie pour réussir ce défi-là. C'est 2,5 fois ce que l'APEC accompagné habituellement en termes de nombre de jeunes diplômés. Mais il y a ce besoin. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a fait une petite enquête flash là auprès de jeunes ayant participé à ces ateliers Objectif Premier Emploi en novembre et décembre. Et 2 mois à 3 mois après avoir participé à l'atelier, ils sont 7 sur 10 à avoir eu au moins un entretien d'embauche et 4 sur 10 à être en CDI. Donc, on voit qu'il y a malgré tout des embauches et il faut absolument passer un message positif à ces jeunes, parce que la plus grande menace, finalement, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les candidats,
dans le contexte, c'est l'attentisme. Hein, c'est de se figer. Et donc, je pense que tout ce qui contribue à faire que les employeurs recrutent et voilà, n'attendent pas une sortie de crise dont on voit bien qu'en réalité, elle va être longue. Déjà 1 an et nous n'en sommes pas sortis. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Alors, par rapport à votre constat sur les recruteurs font des concessions, j'aurais très envie de croire ça parce que je pense qu'il est nécessaire aussi que les recruteurs fassent évoluer finalement un certain nombre de leurs critères de recrutement, de la même façon qu'il faut que les candidats aussi s'adaptent. Hein. Et on parlait des jeunes diplômés, voilà, les jeunes en question ne seront pas recrutés au même niveau de salaire que les promos qui les ont précédés. Hein. Ça, c'est une réalité du marché. Tout le monde doit s'adapter, mais sur les employeurs, il y a un risque inverse, hein, et celui-là, il faut y être vraiment très attentif, c'est que d'avoir le sentiment que dans un marché qui s'est retourné, hein, où finalement il fallait avant séduire des candidats pour les attirer dans l'entreprise et aujourd'hui il y a beaucoup de candidats en recherche sur le marché, on baisse finalement les critères d'attractivité ou qu'on durcisse ces exigences en termes de diplôme ou d'expérience. Ce risque-là, il faut absolument le contrer parce que les difficultés à recruter, à trouver les candidats dans les entreprises, à pourvoir les postes, n'ont pas non plus disparu avec cette crise. Nous, dans les enquêtes que nous faisons, 6 entreprises sur 10 qui ont l'intention de recruter des cadres, notamment des TPE-PME, s'attendent à rencontrer des difficultés pour voir ces postes. Donc, oui, il faut faire évoluer finalement ces critères. Je ne sais pas si ça s'appelle faire des concessions. C'est juste porter un autre regard peut-être sur les profils, sur l'expérience, sur les jeunes. Ça reste très positif, hein, concession, ça peut donner le sentiment qu'on aura moins. Non, et l'idée, c'est pas d'avoir moins, c'est d'avoir autrement, et peut-être d'avoir aussi un autre regard sur le recrutement. Et ça, pour moi, je ne suis pas à cet instant, je ne sais pas dire si la crise va plutôt nous faire avancer dans la bonne direction ou plutôt au contraire faire revenir finalement un peu des réflexes sur un marché qui est plutôt un marché d'offreurs aujourd'hui que de demandeurs. Très bien. Alors, je vais revenir sur la slide d'avant que j'ai passée par inadvertance sur les challenges des recruteurs. On va passer brièvement sur celle-là puisque je vois que le temps passe vite. On a interrogé les recruteurs sur les challenges qu'ils attendaient pour 2021 au niveau de leur activité de recrutement. Le challenge numéro 1 pour les recruteurs français, sans grande surprise finalement, c'est le recrutement virtuel ou à distance du moins. Qui est considéré comme plus difficile. Alors, c'est aussi difficile pour les candidats. Les candidats nous disent que les entretiens virtuels complexifient l'analyse de l'entreprise au niveau des valeurs et de l'adéquation qu'on pourrait avoir avec celle-ci. C'est aussi valable chez les recruteurs. C'est plus difficile de préqualifier un candidat et d'analyser sa candidature complètement quand on ne peut pas le voir et ça pose quand même un frein. Le challenge numéro 2, c'est de trouver les candidats avec les bonnes compétences. Ensuite, c'est de devoir, ça aussi c'est quelque chose de très français qu'on n'a pas vu dans les autres pays, c'est de gérer des attentes irréalistes en matière de salaire. Donc les recruteurs ont peur je pense, de devoir gérer certaines attentes de leurs salariés, soit en demande d'augmentation, soit en sécurisation des salaires. Ils anticipent également le fait d'avoir à trier un volume de candidatures plus important qu'avant. Donc là, ça rejoint ce que vous disiez, Gilles Gâteau, avec un marché qui s'est retourné où on a plus de candidats que d'offres d'emploi. Donc forcément, les recruteurs ont peur de devoir passer un peu plus de temps sur ce tri qui est assez fastidieux quand on a parfois des centaines de candidatures pour un seul poste. Et enfin, un des challenges, c'est d'évaluer la productivité des futurs salariés en télétravail. Alors justement, Charlotte Gouillard, chez Mazars, est-ce que vous rejoignez la majorité des recruteurs sur ces challenges? Est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu plus évocateurs que d'autres pour vous?
Oui, je rejoins ce qui a été dit. Il y en a un, moi particulièrement, qui me questionne. C'est sur le tri du volume de candidatures. Pour vous donner quelques chiffres, donc nous, habituellement, hors période de crise, on est à un peu plus de 45 000 candidatures par an pour Mazars France. Là, l'année dernière, sur 2020, on a eu plus de 65 000 candidatures. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça s'explique uniquement par le contexte de crise qui fait que du coup plus de gens sont en recherche et donc forcément on reçoit plus de candidatures. Je pense qu'il y a différents aspects qui se joignent à ça. Mais en effet, aujourd'hui, on est confronté à ce sujet-là d'un gros volume de candidatures et du temps qu'on prend pour traiter chacune de ces candidatures. Et d'outils en effet qu'on utilise pour nous faciliter cette tâche de tri de CV, tout en gardant le côté humain du process de recrutement. Voilà, comment le recruteur en fait arrive à trouver son bon positionnement entre ce gros volume qui augmente, le temps qu'il doit y consacrer et en effet la partie accompagnement des candidats sur le process de recrutement. Donc ça c'est le sujet prégnant, moi qui me parle le plus parmi tout ce qui a été en effet souligné, même si je suis tout à fait d'accord, et notamment sur les deux premiers, où le recrutement virtuel est en effet un autre exercice par rapport au recrutement présentiel et en effet de trouver le bon candidat et d'arriver à l'évaluer correctement à travers un entretien à distance, et au candidat aussi de se projeter dans son futur emploi. Il n'est pas dans les locaux, il est chez lui, donc du coup, voilà. En effet, ces aspects-là sont des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles, en effet, on est confronté. Très bien, merci beaucoup. Alors Charlotte, je vous demanderai de couper votre caméra peut-être après, comme ça pour la prochaine question, vous entendrez un petit peu mieux. Alors, je vais pas, vu qu'on va bientôt arriver au temps de questions-réponses, je vais passer directement au slide d'après sur la manière dont les recruteurs ont vécu la crise. Donc, on passe en slide 14 exactement. Donc, on a interrogé également les recruteurs sur la façon dont ils perçoivent, dont ils ont vécu la crise. Donc, on leur a demandé d'analyser eux-mêmes la façon dont ils ont réagi, la façon dont ils se sont adaptés. Et on constate finalement des avis très mitigés, avec notamment 37% des professionnels RH qui estiment qu'ils se sont bien adaptés au bouleversement amené par la crise, alors que de l'autre côté, on en a 31%, donc à peu près équivalent, qui pensent que le secteur a encore beaucoup à apprendre. Et dans la même mesure, on a 29% des recruteurs français qui sont plutôt pessimistes et qui pensent que le secteur sera, quoi qu'il en soit, perturbé tant que la crise perdurera. Alors qu'on en a 28% qui, eux, sont beaucoup plus optimistes et trouvent que finalement, la crise a été pourvoyeuse d'opportunités. Donc, un constat assez mitigé. Michael Carpentier, est-ce que vous voyez un constat peut-être général chez les entreprises que vous accompagnez, des tendances qui sont similaires, qui se regroupent? Non, c'est assez représentatif. Il y a, dans la crise qu'on a traversée, j'ai l'impression qu'il y a autant finalement autant de bilans ou de cas que d'entreprises. Donc je suis assez partagé aussi. Enfin, il y a des entreprises qui se sont adaptées très très vite avec le télétravail, avec les entretiens vidéo, parce que c'est des choses qui existaient déjà. Puis il y a d'autres structures qui étaient peut-être moins préparées et chez qui cette nouvelle normalité met un peu plus de temps à se déployer, à se mettre en place encore aujourd'hui. Donc je pense que le bilan là un petit peu mitigé, partagé. Enfin, je suis assez d'accord avec ça. Alors, et justement, est-ce que si vous constatez le fait que quand certaines entreprises, par exemple, sont un petit peu plus à la traîne sur justement la mise en place du télétravail, le coaching des collaborateurs, etc., est-ce que vous constatez que c'est plutôt une question d'organisation, une question de manque de ressources parfois, donc une problématique qui touche plus les petites entreprises que les moyennes à grandes, ou est-ce que c'est plutôt un constat par secteur d'activité avec des secteurs qui, eux, n'étaient pas du tout préparés à cette crise-là et avec un besoin de réagir en mode agile très rapidement? C'est difficile à dire. Je suis pas sûr que ce soit lié à la taille des entreprises, que je pense qu'il y a des TPE, des PME qui justement ont su faire preuve de beaucoup d'agilité très vite. Au contraire, c'est peut-être certaines entreprises de taille un peu plus intermédiaire qui
qui étaient peut-être pas assez préparés. Parce qu'à l'inverse, il y a aussi de grands groupes où le télétravail existait déjà, donc ça a été un ajustement, mais assez rapide à faire. Difficile pour moi de donner une tendance claire. Alors, merci. Soumya Malenbaum, est-ce que vous pouvez réagir sur ces statistiques du côté des entreprises du numérique? Est-ce que moi, je le vis chez Monster, je trouve que les ressources humaines se sont très bien adaptées, ont su réagir très vite. Ils ont mis en place énormément de projets en très peu de temps. Finalement, c'est le constat que vous avez. Est-ce que vous trouvez que les entreprises sont assez sereines pour l'avenir et pensent que finalement l'adaptation, elle était déjà bien ancrée, elle est toujours là? Ou est-ce que vous pensez plutôt qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire et que certaines entreprises peinent à évoluer dans ces changements? En ce qui concerne le secteur du numérique, bon, c'est un peu le sens de l'histoire. Cette grande pandémie, elle n'a fait qu'accélérer déjà une culture, une organisation de la numérisation du travail et des process au sens large. Ce qui a été quand même assez, et vous le disiez concernant Monster, puisque c'est un groupe américain, si je ne m'abuse, les grandes entreprises anglo-saxonnes et américaines du secteur du numérique ont très très tôt, c'était même depuis la première vague avec lesquelles on travaillait, donc nos pairs, les éditeurs, les grandes ESN américaines avaient très très tôt donné la consigne du télétravail temps plein, c'est-à-dire effectivement les bureaux étaient fermés. En 2020, les bureaux ont été fermés chez certains grands éditeurs. Et je dirais que nous, en France, dans le secteur du numérique, c'était un questionnement. Culturellement, on se posait la question si on allait quand même peut-être revenir un jour au bureau, puisque cette année 2020, elle a été quand même une année où on continuait de penser qu'on allait pouvoir revenir. Mais je pense que définitivement, cette fin d'année 2020 a entériné le fait que ce télétravail allait durer et allait s'ancrer durablement dans les organisations, avec peut-être effectivement cette agilité de quelques jours par semaine. Mais finalement, voilà, donc on a très très vite pris la mesure de cette approche, et les recruteurs, les équipes RH, les managers de notre secteur, mais également chez Kerus, ont complètement, je dirais, on y est allé à 100%, j'ai envie de dire, en mettant à la fois les moyens techniques, mais aussi les moyens humains, puisque les moyens humains, ça a été effectivement la formation. La formation a été quelque chose qui a accompagné l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices pendant toute la durée du confinement, puisque, bon, comme beaucoup d'autres entreprises, nous avons mis une partie de nos salariés en activité partielle. Et on a justement là aussi profité, je dirais, de l'État-providence, enfin de la manière dont l'État a accompagné les entreprises à travers le financement de la formation, le FNE. Et nous avons consacré, enfin la branche a dépensé un peu plus de 60 millions d'euros. Non, là, je vais me tromper. Pas tout à fait les chiffres, mais en tous les cas, le secteur du numérique a pris en charge un peu plus de 60% de ce budget FNE pour former. Ça voulait dire que d'une part, on était préparés, que les collaborateurs et les collaboratrices avaient déjà ce mindset de se former, puisque c'est un peu dans l'ADN de notre secteur. Il n'y a pas d'employabilité s'il n'y a pas de formation continue. C'est vraiment la règle pour se maintenir dans l'emploi. C'est comme la mobilité. La mobilité est complètement impliquée dans les métiers du numérique, que ce soit à la fois dans les fonctions support, mais les métiers opérationnels, les métiers de développement, les métiers du cloud, les métiers de l'IA. On voit bien que tout ça interagit et qu'en fait, voilà, il y a une formation qui représente un socle commun. Et ensuite, ce sont des formations qu'on va donner, je dirais, tout au long de l'année. On avait même cette idée qui était de dire on recrute des savoir-être et on va ensuite les former à nos savoir-faire technologiques, la formation technique, les méthodologies, les outils, les logiciels.
Et donc, c'est un peu ce qu'on a aussi fait pour attirer plus de femmes dans le secteur du numérique, pour aller sortir du vivier classique des écoles d'ingénieurs, plus largement des profils universitaires, mais aussi des écoles de commerce, également aussi des formations autour des humanités, pour aller recruter plus largement des personnes différentes, j'ai envie de dire, que la formation d'ingénieur classique. Donc, comment nous avons réagi? Je dirais qu'on a juste accéléré ce que nous étions déjà. C'est vrai, je vous rejoins, Monster étant une entreprise du numérique, c'est vrai que les changements ont été plus faciles pour nous, même si les RH ont été très sollicités. C'est un changement qui était déjà bien amorcé. Alors justement, sur la prochaine slide, en parlant des RH qui ont été sursollicités, c'est la dernière statistique que je voulais mettre en avant dans cette étude. C'est que 25% des RH et recruteurs qu'on a interrogés ont trouvé qu'ils ont manqué d'un manque de reconnaissance suite à tout ce qu'ils ont mis en place et ils auraient aimé justement plus de crédit de la part de leurs collaborateurs et de leurs employeurs pour le travail accompli. C'est vrai que moi, je le vois chez Monster. Il y a eu la mise en place de l'activité partielle, mettre à disposition des ordinateurs pour tous les salariés qui ne pouvaient pas faire du télétravail avant, mettre en place justement des accords télétravail avec les instances représentatives du personnel, toutes les formations qu'on a pu avoir, les outils de collaboration, le coaching managérial. C'est vrai que les RH finalement ont été sursollicités pendant la crise. J'ai pas l'impression personnellement que c'est vrai qu'on a remercié un tas de professions, hein, les soignants, tous les secteurs de première ligne, et les RH ont peut-être été un petit peu oubliés dans ce combat-là, alors qu'ils ont mené un vrai travail de fond pour le bien-être des collaborateurs. Donc d'abord, je voulais remercier tous les RH qui font parmi les experts et aussi et ceux qui assistent à ce webinaire. Voilà, il est certain que tout le monde a essayé de faire au mieux pour s'adapter, pour faire en sorte que les salariés se sentent bien dans les entreprises et les bons outils pour travailler, pour continuer une activité. Donc ça, c'est génial et c'est finalement la crise a apporté une opportunité de développement, une accélération qui n'aurait peut-être pas eu lieu si elle n'avait été là, si elle n'avait pas été là. Alors avant de passer aux questions-réponses, puisque là il est 10h34, donc il va nous rester une demi-heure, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table justement pour un mot de la fin, un sujet qu'on n'a pas évoqué qui vous semble important, Gilles Gâteau par exemple? Oui, je pense, je rebondis aussi sur votre dernière échange sur le rôle des RH, très important. Moi, je déteste cette expression de fonction support quand on parle des RH. C'est bien plus que ça. Je crois que parmi ce que cette crise aura révélé, il y a effectivement l'importance de cette fonction, de la dimension humaine dans l'entreprise. C'est aussi le dialogue social hein, qui, dans beaucoup d'entreprises, a accompagné finalement de façon très pragmatique et très constructive des mesures qu'il a fallu prendre qui sont parfois complètement on va dire, innovantes et bouleversantes par rapport à des règles ou des pratiques qu'on avait et qu'il a fallu prendre en quelques semaines. Donc vraiment, cette agilité, je crois qu'elle s'est manifestée massivement et merci aux RH d'avoir pris leur part avec d'autres, bien sûr, dans toute cette agilité. Après, je pense qu'il faut avoir un regard assez attentif, assez vigilant et assez lucide sur d'autres risques aussi. Au-delà de cette agilité, on ne peut pas vivre aussi longtemps dans un climat comme celui-ci incertain et pour certains dans un éloignement de tout collectif autre que virtuel, on va dire, pour ceux qui sont en télétravail 5 jours sur 5 et pas toujours dans des conditions chez eux totalement favorables. Il y a une vraie question qui va se poser, qui se pose déjà dans les entreprises sur comment maintenir une cohésion interne, une cohésion du collectif. Et là, on a des managers, là aussi, quand on interroge à l'APEC les cadres,
et les cadres managers, ils sont doublement concernés. Ils sont concernés en tant que salariés, eux-mêmes confrontés à cette expérience inédite que l'on vit depuis plus d'1 an. Et ils sont aussi concernés en tant que managers qui doivent encadrer des équipes à distance et parfois sans avoir revu leurs collaborateurs ou qu'ils se soient revus pendant de très longs mois. Donc cette dimension de la cohésion et du collectif, je pense que on va devoir là inventer plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent pour recréer ou maintenir finalement un lien. On n'était pour le coup pas préparé à ça. Je pense que oui, le télétravail, beaucoup d'entreprises y étaient prêtes, avaient déjà commencé à expérimenter. Et c'est vrai qu'on a accéléré une tendance qui existait précédemment. C'est vrai pour beaucoup de process de travail. On voit, nous, c'est beaucoup de cadres et de managers qui sont en attente de formation, en attente d'un accompagnement pour savoir comment faire, comment relever ce défi de la cohésion interne qui est quand même fortement mise à mal par cette crise. Oui, donc un enjeu aussi des professionnels RH d'accompagnement des managers pour qu'ils puissent eux-mêmes accompagner au mieux leurs salariés. Alors, Soumya Malenbaum, je sais que vous allez devoir peut-être partir un petit peu plus tôt. Est-ce que vous avez quelques minutes pour un petit mot de la fin? Oui, mais je pense que cette crise, elle a un peu forcé les organisations et les managers à donner du sens et à remettre un peu l'inclusion, parce qu'effectivement, la cohésion, c'est essentiel, mais l'inclusion est aussi extrêmement importante puisque l'ensemble des salariés ont été fragilisés et ils sont quand même salariés. Mais la réalité, c'est qu'à l'extérieur de l'entreprise, la situation est très difficile. L'impact social et sociétal de cette crise on ne peut pas se voiler la face. Et donc, ces salariés sont inquiets. Et je pense que les RH ont un rôle à jouer, mais les managers aussi. Et je ne sais pas si ce sont les RH qui vont former les managers ou inversement. Toujours est-il qu'il faut beaucoup d'humilité et beaucoup je dirais, oui, c'est ça, d'humilité pour avancer en marchant, mais simplement en tenant compte du fait que nous sommes tout simplement des êtres humains et que nous avons aussi besoin donc de vivre ensemble, d'interagir ensemble. Et donc, ces interactions, elles passent aussi par des engagements, des activités qui peuvent être organisées, pas simplement autour de la communication, mais des engagements réels de l'entreprise. Voilà, on parlait de la formation, on parlait aussi de l'accompagnement des personnes qui peuvent être en situation de handicap pendant cette durée, cette année qui a été difficile sur le plan psychologique. Et donc, être finalement à l'écoute de ce capital humain de nos salariés. Et ce sont les managers, ceux qui sont en responsabilité, qui sont aussi eux-mêmes peut-être fragilités, mais qui doivent en fait montrer leur leadership et la force qu'ils peuvent avoir aujourd'hui pour embarquer avec eux l'ensemble des salariés en prenant des engagements, en les rassurant, mais aussi en les responsabilisant. Je pense que c'est très, très important. Et voilà, et surtout une sincérité des dirigeants et de l'équipe dirigeante pour accompagner, avec bien sûr le DRH qui est un peu le chef d'orchestre, mais qui ne peut pas avancer seul. Et donc voilà, simplement dire aux DRH qui nous écoutent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils doivent être accompagnés de toute la ligne managériale de l'organisation. Alors justement, j'appuie un petit peu ce que vous disiez sur les risques psychosociaux qu'a engendré la crise. Justement, dans le rapport global de notre étude, il y a une partie sur ces troubles physiques et psychologiques qui ont été emmenés par la situation. En France, c'est 33% des candidats qui ont déclaré souffrir d'anxiété directement liée à leur travail. 14% qui souffrent de dépression. On constate même une anxiété en France qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes, avec 41% pour les femmes qui ont déclaré souffrir d'anxiété directement liée à leur travail et 29% chez les hommes. Donc en effet, les Français sont anxieux suite à la situation et il y a aussi un rôle de support émotionnel, psychologique de la part des entreprises et des managers à jouer dans ce contexte-là.
Michael Carpentier, un petit mot de la fin? Qu'est-ce que je peux ajouter, parce que je suis complètement en ligne avec tout ce qui a été précisé. Moi, sur mon rôle de manager opérationnel, hein, au quotidien, effectivement, je sens que depuis un an, dans les équipes que je peux encadrer, il y a quand même si c'est pas de la fragilité, c'est au moins de la fatigue qui s'est installée, du télétravail, du retour au bureau, enfin de toutes les phases, tout ce qui a été précisé à l'instant. Le rôle de la fonction RH, effectivement, on a des études chez Expectra sur les salaires, sur pas mal de choses, mais qui montrent qu'effectivement, l'année dernière, la fonction RH a été particulièrement sollicitée au premier plan. On a des responsables RH en ligne au quotidien pour gérer nos recrutements, et effectivement, on les sent extrêmement, enfin vraiment au premier plan. Donc ça c'est très vrai. Est-ce qu'on les a assez remerciés? Peut-être pas. Alors merci à toutes et tous. Voilà, puis oui, non, pas grand-chose de plus à ajouter, effectivement, si ce n'est que la situation était difficile à vivre pour tout le monde. Ouais. Un mot d'optimisme sur le marché de l'emploi, malgré tout. On dit que l'intérim est parfois un indicateur un petit peu des futures tendances. Et effectivement, bon, il y a, je vais envoyer des messages positifs par rapport à ça. Il y a encore des offres d'emploi, il y a encore des possibilités, effectivement, de faire avancer sa carrière. Tout à fait. Merci pour cette fin optimiste. Alors, Charlotte Gouillard, je ne sais pas si on va vous entendre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être avant qu'on passe aux questions-réponses? Je trouve qu'il y a plein d'enjeux maintenant qui s'ouvrent à nous, qui vont être hyper intéressants. On parlait de la mobilité géographique, de l'accompagnement, du sens, de tous ces sujets qui sont très intéressants et qu'il va falloir qu'on relève en termes de challenge. Donc pour finir sur une note positive, je voulais dire ça particulièrement. Je termine par le positif. C'est vrai que sur Monster, on a vu pendant la crise, on a mesuré les statistiques quasiment au quotidien pour voir l'impact de la crise sur l'emploi, et on a vu qu'au mois le plus bas, qui était au mois de mars, on était tombé à 65 000 offres d'emploi sur le site, ce qui était très peu pour le volume qu'on avait habituellement. Beaucoup d'entreprises, dans nos discussions avec elles, qui étaient figées, qui ne recrutaient plus, qui attendaient de voir comment le vent allait tourner. Et là, on voit quand même que la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille ont bien repris leur recrutement, ont des enjeux de marque employeur qui sont encore plus importants qu'avant. Ils ont vraiment pris conscience qu'il y a un enjeu candidat en termes de sécurité de l'emploi, de transparence, de communication qu'il va falloir adresser. Aujourd'hui, sur Monster, on est à 135 000 offres d'emploi, donc on a quasiment doublé depuis l'an dernier, ce qui veut dire aussi que l'emploi quand même est reparti, même si certaines typologies d'entreprises et dans certains secteurs ont encore du mal à sortir la tête de l'eau. On voit quand même qu'il y a du mieux par rapport à l'an dernier et que le secteur est en train de redémarrer, donc c'est quand même positif, même s'il y a encore du chemin à faire au niveau économique et puis aussi au niveau support RH, bien entendu. Mais pour l'instant, ce qu'on a pu voir est assez positif et c'est une bonne nouvelle. Alors, on va passer aux questions-réponses. Lucie m'a copié quelques questions dans le chat que je vais essayer d'adresser aux experts. Alors peut-être une question pour Charlotte. Qu'avez-vous mis en place justement pour soutenir vos collaborateurs dans leur baisse de morale ou leurs difficultés d'adaptation? On a mis plusieurs choses en place. La première chose qu'on a mise en place, c'est en fait on a un système déjà chez Mazars qui existe, qui existait bien avant la crise sanitaire. On a un système de parrainage. Donc en fait, un collaborateur, quand il arrive, on lui attribue un parrain ou une marraine qui a 3 ans d'expérience de plus. Et donc, on a renforcé en fait ce rôle de parrain et on leur a demandé en fait d'être beaucoup plus en proximité. Et d'ailleurs, on les a accompagnés et formés pour qu'ils aient ce rôle de proximité et donc qu'ils prennent un peu la température régulièrement auprès notamment des jeunes qui étaient un peu plus en difficulté. Et de ce fait-là, en fait, l'idée c'était qu'ils les appellent tous les 3 jours à peu près. On leur donnait un guideline pour savoir un petit peu comment ça va, comment tu le sens, est-ce que tu arrives à t'organiser, est-ce que ça se passe bien sur tes missions, ton emploi du temps, est-ce que tu te déconnectes bien, voilà. Donc c'était ce genre de questions. Et en fait, ces parrains et marraines remontaient les informations directement à nos membres du COMEX.
pour qu'on soit tout de suite dans la réaction. Dès qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, hop, on mettait en place tout de suite quelque chose, un quick win très rapide. Donc ça a été souvent des sujets de communication qui ont été remontés pour clarifier notre stratégie, la vision, comment on était impacté par le Covid, etc. Donc ça a été beaucoup des sujets comme ça. Donc voilà, mais ça nous permettait de prendre la température très vite, très tôt et d'être en réaction tout de suite par rapport à une problématique qui nous a été remontée. On a beaucoup accompagné les managers aussi pour être des managers un peu plus coach, développer l'écoute active, voilà, savoir détecter les signaux faibles. Donc on a accompagné nos managers et puis après par équipe. J'avoue que chacun avait son lot d'initiatives, mais par équipe, en effet, ils ont été, et j'en remercie les managers qui ont été voilà, très engagés sur cet aspect-là, mais en effet, ils ont mis en place des choses, des cafés virtuels, des activités collectives, on a eu des cours d'œnologie, on a eu du sport, voilà, mais qui permet de participer en tout cas et d'avoir une activité en commun, même si c'est du distanciel, mais voilà, c'est quelque chose qui permet de partager ensemble. Et puis, il y a autre chose que moi j'ai bien aimé, qui a été une initiative d'une équipe, où ça a été de dire un discours de transparence très fort de oui, c'est dur, oui, c'est compliqué d'être en télétravail, oui, on a des difficultés de déconnexion. Oui, le job que l'on fait aujourd'hui est peut-être un peu plus compliqué parce que, en effet, on travaille tous en distanciel et donc la communication est moins fluide. On le sait, on vous remercie d'être aussi mobilisés dans ces temps-là et du coup, voilà, on va avancer, on prend des enseignements, on met en place des plans d'action par la suite sur tous les sujets qui ont été remontés. Donc aussi un discours vraiment de transparence et de remercier l'engagement des collaborateurs parce qu'il est très fort. Ça, c'est une réalité en télétravail. Je pense que là, maintenant, plus personne ne doute de la productivité des salariés en télétravail. Donc voilà, donc c'est ça les petits quick wins que je peux vous partager et que moi j'ai vu chez Mazars particulièrement qui fonctionnaient très bien. Super. Alors je vous rejoins chez Monster pour la transparence. Nous, ce qu'on a mis en place également, c'est tous les lundis, on a une réunion avec l'ensemble du groupe France. Donc tous les salariés y sont conviés. Le but, c'est que la direction puisse donner des mises à jour sur, enfin des updates sur les projets en cours, sur la stratégie. Les équipes peuvent intervenir, donc par exemple une campagne marketing, une initiative RH, une initiative commerciale qu'on a envie de mettre en avant. Le but, c'est de créer du lien, de s'assurer que tous les salariés soient informés de tous les projets clés de l'entreprise pour qu'il n'y ait pas de surprise, d'informations qui ne passent pas. Et surtout qu'ils aient l'opportunité aussi de remonter toutes leurs questions en direct et que tout le monde puisse avoir les réponses. Donc du coup, c'est le rendez-vous du lundi matin. Ça dure une demi-heure, c'est assez rapide, mais finalement, il y a un taux de présence qui est hyper fort tous les lundis parce que justement, c'est le rendez-vous où on peut tous se parler, se tenir informés, poser des questions et ça, c'est une des initiatives qu'on a mis en place aussi pour un souci de transparence, de communication, d'inclusion des salariés qui pourrait être un quick win aussi pour les entreprises qui nous écoutent. Alors, Gilles Gâteau, une question, je pense, pour vous. Quel serait le métier du RH ou de recruteur de demain en vue de cette crise qui perdure toujours? Alors, on l'a vu un peu au long de l'échange et il y a des tendances qui s'accélèrent. Donc celles-là, elles étaient présentes et elles sont aujourd'hui encore plus présentes et elles vont durer demain. Donc le DRH, les fonctions RH dans l'entreprise, elles devront être bien sûr sur les questions sanitaires pendant encore un certain temps et malheureusement on est aussi conscient qu'on est entré dans une ère où on peut être exposé à des crises sanitaires comme celle-ci, hein, donc là, il y a un savoir-faire qu'il faudra aussi capitaliser, des retours d'expérience qu'il faudra faire, des précautions hein, et des anticipations qu'il faudra réaliser. On l'a vu au tout début de crise sur la question des masques, par exemple. Hein, clairement, il y avait un défaut là d'anticipation. Et puis, au-delà de ça, je pense que s'adapter à des attentes qui ont évolué de la part des collaborateurs, à des aspirations plus fortes aussi dans la qualité de vie au travail, je pense que cette crise aura aiguisé
l'envie, la volonté de trouver des formes d'équilibre et de qualité de vie au travail qui sont plus grandes. Pour certains, il y aura aussi des défis particuliers pour ramener finalement vers l'entreprise des collaborateurs qui s'en sont éloignés. Je pense qu'il y a à travers le télétravail à 100% aussi une minorité de salariés un peu décrocheurs pour qui ça va être un enjeu de revenir et de les ramener finalement et de faire vivre ce collectif. Moi, c'est ça le défi le plus important que je vois pour les années à venir, que de faire vivre des collectifs et une cohésion interne dans un contexte de plus en plus hybride, de plus en plus éclaté en termes d'organisation du travail. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ça parlera aux plus anciens, au moment où les 35 heures ont été mis en place dans les entreprises, il y avait des gens qui s'inquiétaient en disant mais avec les jours de RTT, avec les horaires différents, avec l'annualisation du temps de travail, ce sera beaucoup plus difficile de manager des équipes au global. Bon, là, ce qu'on vit, c'est la même chose puissance 10. Hein, avec cette recomposition de l'organisation du travail hybride. Et donc, voilà, je pense qu'il va falloir inventer des nouvelles pratiques managériales qui vont avec ce nouveau contexte. Les RH auront bien sûr un rôle à jouer et un rôle de premier plan dans la réinvention de ces pratiques managériales. Mais, je voudrais le dire, ça ne peut pas reposer que sur les RH ou sur la fonction RH. Elle n'a pas voilà, elle a son rôle central à jouer dans l'entreprise, mais c'est tout le management et toute la ligne managériale qui devra s'impliquer dans cette réinvention de la fonction et du fonctionnement de l'entreprise demain. Merci. Alors, une question pour Michael. Au niveau des jeunes diplômés, donc une personne de l'audience nous dit qu'elle voit une baisse des candidatures de jeunes diplômés depuis juillet. Est-ce que c'est un constat qui est plutôt général chez Expectra ou est-ce que ça semble plutôt limité à cette entreprise qui témoigne? Alors en tout cas sur les spécialités sur lesquelles on travaille, donc sur des jeunes diplômés à bac plus 2, 3, on est habituellement déjà sur des profils qui ont plutôt un bon taux d'insertion, j'allais dire, après leur diplôme. Donc habituellement, on en reçoit des candidatures, mais c'est pas un flux énorme de candidatures de jeunes diplômés, puisque ce sont des personnes qui, si je prends l'exemple des comptables diplômés avec un DCG, par exemple, qui rejoignent les cabinets assez facilement. Donc cette année, on en a reçu peut-être un petit peu moins, mais j'ai pas trouvé ça... j'ai pas trouvé la différence extrêmement marquante par rapport aux autres années. Ça reste, en tout cas sur les profils qu'on cible chez Expectra, ça reste des profils un petit peu en tension et qui s'insèrent habituellement assez bien sur le marché du travail. Et j'ai pas eu l'impression d'en avoir ni plus ni moins particulièrement. Sur mon périmètre, sur la Normandie notamment. D'accord. Gilles Gâteau, c'est quelque chose que vous confirmez également? On n'a pas de jeunes diplômés plus frileux à postuler du fait du contexte? Non, je pense qu'il y a ce risque que j'évoquais tout à l'heure de l'attentisme. Donc, on a aussi chez les jeunes diplômés finalement certains jeunes qui décrochent d'une certaine façon. Hein. Il faut aller au-devant d'eux parce que c'est effectivement un risque dans le contexte et une illusion de se dire bon, je me mets un peu en mode pause et puis quand la crise sera finie, je reviendrai sur le marché et j'aurai toutes mes chances. Non, c'est évidemment maintenant qu'il faut chercher, d'abord parce qu'on trouve. Hein, il y a des embauches, on l'a dit, qui restent, même s'il y en a moins qu'avant, qui restent en nombre important. Il y a des entreprises qui ont encore de la difficulté à trouver les compétences qu'elles recherchent, y compris des compétences de jeunes diplômés. Et donc, voilà, quelque part, on a il est fondamental dans cette période d'avoir des projets et d'être dans l'action.
C'est le message qu'on passe tous les jours à l'APEC, auprès des jeunes comme auprès des autres, d'une certaine façon, passer le moment de stupeur, il faut absolument entrer maintenant dans une logique d'action et de mobilisation. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, il y a des jeunes qui peuvent décrocher et se mettre un peu en attentisme aujourd'hui, et c'est notre devoir d'essayer par tous les moyens de les ramener finalement dans une logique d'action et de recherche sans attendre. Il y a un enjeu du coup de l'employeur aussi de la part des entreprises de faire savoir à cette typologie de candidats qu'ils sont les bienvenus, comme l'a fait Mazars justement, et qu'on est prêt à les recruter, même si le contexte est difficile, qu'ils peuvent avoir moins d'expérience, mais en tout cas qu'ils sont bienvenus dans les entreprises. Oui, c'est pareil pour les employeurs et pour les entreprises. L'heure n'est pas à l'attentisme. Je pense que même s'il y a de l'incertitude, ça ne doit pas déboucher sur une forme d'attentisme. Très bien. Eh bien, écoutez, il est bientôt 11 heures, donc je pense que c'est le temps de nous quitter. Merci infiniment à nos experts Gilles Gâteau, Michael Carpentier, Charlotte Gouillard et Soumya Malinbaum qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Mais merci d'avoir été présent. Je pense que l'échange a été très enrichissant. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, le replay va vous être envoyé directement par mail si jamais vous n'avez pas pu assister jusqu'au bout, que vous souhaitez revoir certains passages. La présentation aussi vous sera directement envoyée par mail. N'hésitez pas à noter le webinaire également, on va vous le demander quand vous le quittez pour savoir si y a des choses qu'on pourra améliorer, si ça a été intéressant pour vous. Et je vous souhaite à tous une belle journée et de bons recrutements.